La Russie gagne des cœurs et du terrain en Afrique. Après le Centrafrique de Michel Archange Touadéra, le Mali de Goïta Assimi, le Burkina Faso de Traoré Ibrahim veut faire chemin avec le Kremlin. Pourquoi Vladimir Vladimirovitch Poutine fascine tant en Afrique? Nous évoquons la question avec nos deux invités de cette semaine. Nous sommes avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Maître, bonjour. Bonjour Gilles. Maître Éric Emmanuel Sosa est avocat inscrit au barreau de Paris dans le temps, maintenant à Lomé. C'est exact, ça n'a Merci. pas changé. Merci d'être avec nous, votre co-débatteur, Sogoyou Kegewe. Monsieur Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes Merci. journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Avec vous, donc, pour évoquer cette question de la fascination russe en Afrique. Vous êtes certainement au courant, au Burkina Faso, hein, dans la semaine, il y a eu des manifestations gigantesques pour soutenir les nouvelles autorités dans leur choix de se rapprocher de la Russie. Ma question tout de suite, mais pourquoi la Russie fascine-t-elle tant en Afrique? Maître Éric Emmanuel Sosa. Alors pour y répondre tout de go, disons que ce n'est pas tant la Russie qui fascine, c'est la France qui a tant déçu. C'est surtout, voyez, le dépit amoureux des Africains vis-à-vis de la France qui fait qu'aujourd'hui, on est prêt à accepter tout sauveur potentiel, enfin sauveur avec de larges guillemets, parce que comme on dit chez nous, lorsqu'on a soif, on ne demande pas d'où vient la source de l'eau qui étanche. Et quand il y a le feu, on n'exige pas que l'eau soit propre, l'essentiel c'est qu'il n'y ait plus d'incendie. C'est un peu ce sentiment-là que nous avons. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tant le problème de la France contre la Russie, ce n'est pas la répudiation de l'ancien pour un nouveau qu'on connaît déjà trop longtemps. Souvenez-vous quand même que les rapports de la Russie avec l'Afrique ne sont pas nouveaux. La Russie a toujours, historiquement, la Russie, l'Union soviétique surtout, idéologiquement, était du côté des peuples opprimés. Et étant du côté des peuples opprimés, a considéré que les peuples colonisés étant opprimés, il fallait être du côté des opprimés, c'est-à-dire les colonisés. Donc il y avait une sympathie pro-soviétique qui était déjà très ancienne. Et il n'a pas fallu de beaucoup pour la raviver parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une russophilie débordante que vous voyez dans les rues, mais c'est surtout le Mais elle est dépit. débordante, on a vu au Non, Burkina Faso les non, drapeaux s'agiter un non, peu non, partout dans les rues. attention, non. Encore que, si vous voulez, si la rue réclame, le pouvoir en place n'a pas encore fait son coming out en disant « moi, je veux aller à Moscou ». Le pouvoir en place observe, le pouvoir en place a indiqué qu'il était prêt à considérer toute forme de coopération multilatérale, mais n'a jamais pointé la Russie dans son plan stratégique. Mais c'est plutôt la rue qui, on va dire, proclame la Russie comme étant le partenaire désiré. Mais désiré par qui? Il faut encore bien regarder la chose. Vous avez vu que Wagner a fait un clin d'œil au nouveau pouvoir à Ouagadougou, qui n'a pas répondu avec enthousiasme, n'a même répondu quoi que ce soit du tout. Donc vous voyez que dans tout ça, il faut regarder les choses avec énormément de circonspection et voir venir. Voir venir quoi? Souvenons-nous, parce que de la même façon que Sékou Touré s'est retrouvé dans les bras de Moscou, parce que la France de Gaulle, outragée par le nom de la Guinée, de Sékou Touré, a littéralement poussé Sékou Touré dans les bras de Moscou. Aujourd'hui, c'est un peu un avatar historique. C'est la même chose qui se produit parce que, à force pour la France d'avoir déçu, aujourd'hui, elle est mal en point pour venir dire n'allez pas en Russie, quelles que soient les rodomontades de M. Macron à Yaoundé. Sogoyo Kegoy, je vous renvoie la même question. Pourquoi la Russie fascine? Oui, moi je ne dirais même pas que la Russie fascine. Comme l'a dit Maître Sosa, personne, par exemple au Burkina, n'a encore clairement dit ce qu'il veut par rapport à la Russie et à la France. Damiba était venu de la même manière, il nous a tous blagué, on a cru qu'il va changer de politique, mais finalement on s'est rendu compte qu'il s'est retrouvé dans les jupes de Macron et de Ouattara.
Donc pour le moment, le nouveau capitaine, il faut qu'on le regarde pour voir qu'est-ce qu'il veut nous amener et avant de dire s'il est fasciné ou non par la Russie. Ceci dit, si les Africains que nous sommes sont fascinés par la Russie, mais il y a pire. Aujourd'hui, les Occidentaux sont carrément hypnotisés par Poutine. Et l'homme qui fait le plus l'image de la Russie et de Poutine en Afrique, c'est Emmanuel Macron. De Yaoundé à New York, en passant par la Guinée-Bissau, tout, partout, Macron va, il fait l'image, il fait la publicité pour Poutine. Parce que les Africains se disent, des gens qui nous ont martyrisés depuis plus de 400 ans, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut leur faire peur, c'est notre allié objectif. Donc c'est Macron qui fait le travail de Poutine en Afrique. Poutine même n'a jamais rien dit. Est-ce que quelqu'un peut me citer une déclaration de Poutine par rapport à l'Afrique? Non. Poutine ne s'occupe pas de ça. Il a d'autres objectifs. Mais Macron s'occupe de nous vendre Poutine. Aujourd'hui, je dis que les Occidentaux, eux, ils sont plus que fascinés, ils sont hypnotisés. Je ne sais pas si ces dernières 24 heures, vous suivez les manifestations en Europe. En France, en Allemagne, bon, en France, c'est vrai, chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a une station de télévision LCI qui est chargée de la cacher. Dans tous les pays du monde, les télévisions montrent les événements, mais LCI en France est chargée de cacher les événements. Je ne sais pas si ce cas d'école est prévu dans le journalisme, Gilles. Est-ce qu'à l'école, on nous a enseigné une partie de comment cacher un événement? Moi, je ne crois pas. Je n'ai jamais suivi ce cours-là. Maintenant, en Allemagne, mais ça gronde. En France, ça gronde. En Hollande, ça gronde. En Angleterre, les gens refusent même de payer les factures. La même chose qui se passe en Italie. Mais personne n'en parle. Et ils sont fascinés. Les populations, les peuples même en Europe veulent du Poutine. Ils réclament la levée des sanctions contre Poutine. Ils veulent du Poutine. Donc l'Afrique c'est rien. Aujourd'hui, l'Europe est un volcan qui gronde. On attend la poussée finale qui va faire sauter les choses dans comment on appelle ça, dans le cratère, et les pays vont prendre feu. Mais c'est votre analyse de la situation quand on suit les médias occidentaux. En France, par exemple, ils sont plutôt enthousiastes par rapport aux percées ukrainiennes à l'est du pays. Vous me ramenez toujours à la même blague. Et la percée. La dernière fois, j'entends que l'Ukraine fait le brave parce qu'ils auraient pris 300 km². On nous avait annoncé 6000. Comment quelqu'un qui avait déjà pris 6000 peut pratiquer la danse du ventre parce que, bon, il vient de prendre 300 km². Vous savez, les médias occidentaux sont aujourd'hui l'arme fatale pour tuer les Occidentaux eux-mêmes. Pas nous, pas les Ukrainiens, pas les Russes. C'est l'arme fatale, les médias. Ils cachent tout. Ils ne veulent pas la vérité. Dès que Zelensky tue un lézard, on en fait un héros, un champion. Mais bon, la Russie peut avoir des percées. Et puis la Russie ne veut même pas. Est-ce que tu entends les Russes parler? Les Russes ne disent rien, ils les regardent bavarder. Les médias dont tu parles, Gilles, quels médias? Je t'ai dit ici qu'un en France dont le travail est de cacher les informations. Il y a des milliers de personnes qui marchent, on dit non, ils n'ont pas marché, on ne les a pas vus. Mais ce n'est pas LCI qui va empêcher aux Français dans les rues de Paris de voir les manifestants. Mais ça ne les gêne pas. Ils ont même la dernière fois publié une vidéo d'intoxication de Zelensky où on voit des soldats russes qui se rendent. Comme par hasard, le cadreur était là, le caméraman était là, on pose bien la caméra, on arrange la position et les soldats russes se rendent. Aucun soldat russe ne peut se rendre à des nazis. Le problème en Ukraine, c'est les nazis. Et c'était depuis le temps de Hitler que l'Ukraine était nazie. Et quand Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, il faut que les gens prennent ça au sérieux. Donc, la fascination pour Poutine s'impose d'elle-même. Des gens qui nous ont maltraités, volés, pillés, tués, torturés pendant plus de 400 ans, brusquement ont peur de quelqu'un. C'était inimaginable. Et un chef d'État européen, pas des moindres, notamment le président français Emmanuel Macron, fait le tour de la planète pour exprimer sa panique, sa peur panique de Poutine. Et tous ceux qui ne l'aimaient pas disent Alléluia, on a trouvé un sauveur.
Poutine n'est pas un sauveur. C'est Macron qui veut en faire un sauveur, pas nous. Ouais. Maître Eric et Manuel Sosa, vous avez écouté Kagewé Segoyou. Pour lui, c'est la France qui fait quelque peu la publicité de Poutine en Afrique. On a entendu, il est vrai, le président français accusé Poutine plusieurs fois d'être le nouveau colonisateur du continent. Lors de sa dernière tournée en Afrique, il a consacré beaucoup de temps donc au colonialisme entre guillemets russe. Est-ce que vous pensez que c'est cette communication qui fait plutôt maintenant la popularité de la Russie en Afrique? Je suis d'accord avec l'ambassadeur lorsqu'il dit que M. Macron fait l'agite propre pour Poutine qu'il n'en demande pas tant. C'est-à-dire qu'en fait, à force de le diaboliser, ils le rendent sympathique. À force de dire tous les matins qu'il est le diable personnifié, ils en font un héros possible. Parce que malgré tout, il résiste. Et il résiste seul contre tous. Ils ont fait, on vient de créer un organe politique en Europe dont tout le monde est membre, sauf la Russie et la Biélorussie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on le relègue à la renégature. C'est un renégat international parce que nous l'avons décidé ainsi. Or, il faut considérer que, historiquement, culturellement, la Russie participe de la culture européenne, qu'on le veuille ou non. Lisez les grands auteurs russes, les Slaves ne sont pas très éloignés des Saxons. Mais bon, même si aujourd'hui, on considère que l'Occident conceptuel est fait d'un bloc autour duquel le noyau dur est l'OTAN, et le patron de ce bloc serait les États-Unis. Alors tout ce qui n'est pas pour les États-Unis est donc à bannir et à gommer de la surface de la Terre. Si on pouvait faire son affaire à la Russie, vous pensez que cette guerre la guerre ukrainienne durerait jusqu'à présent? C'est parce qu'on ne peut pas. C'est parce qu'ils ont trouvé garçons, comme on dit dans les rues d'Abidjan, qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. La Russie reste une puissance nucléaire et ça fascine en Afrique aussi. Vous savez, quand vous considérez la Russie elle-même en tant que puissance économique, c'est une puissance moyenne. Qu'est-ce que la Russie vend en Afrique, à part l'engrais et les céréales et quelques armes? Qu'est-ce que la Russie vend? Partout dans nos rues, partout dans nos assiettes, l'Occident est présent. Allez dans nos rues, même les véhicules japonais qui sont importés chez nous passent d'abord par le filtre de la CFAO. La CFAO, compagnie française d'Afrique de l'Ouest. Sika Toyota, c'est la CFAO. Donc vous voyez, en fin de compte, l'Occident est partout. Et la Russie, vous avez déjà vu une Lada à Lomé ici? Jamais. Et pourtant, la Russie fabrique des voitures. Pourquoi on n'en importe pas? Pourquoi on n'en importerait pas? La Russie de colonialisme. Mais alors, ceux qui le disent ont eux-mêmes des reproches intimes à se faire. C'est parce qu'ils savent que le colonialisme qu'ils ont incarné est aujourd'hui complètement honni et vomi par nos populations, qu'ils présentent celui-là sous les traits du prochain colon. Parce qu'en réalité, c'est bien ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand vous regardez les faits, de façon réaliste, par quoi la Russie colonise-t-elle? Quel pays en Afrique? Par quel pays? Alors que, regardez, dans Lomé, circulez dans Lomé, allez dans Abidjan, allez au supermarché. Tous les supermarchés que vous avez, ils ont quelque part un petit fanion français. Alors, les gens voient tout ça et ils se disent, mais non, on a dit qu'on est indépendant. Indépendant de qui? De la France. La Russie n'a pas participé à cette ignominie qu'a été la conférence de Berlin. Elle n'y était pas. Donc du coup, elle revendique pour elle le bénéfice de ne pas avoir participé à cette aventure criminelle qui a consisté à dépecer l'Afrique entre soi et à se dire, voilà, telle portion est pour moi. Elle n'y a pas participé. Bon, alors, aujourd'hui, elle dit, bon, mais je me sens une proximité avec ces gens. Écoutez, souvenez-vous quand même, dans quelle capitale européenne ou dans quelle ville européenne, je parle d'Europe occidentale, vous avez une université qui porte le nom d'un héros africain. Ça n'existe pas. À Moscou, vous avez l'université Patrice Lumumba.
Mais comment voulez-vous qu'avec de telles filiations et de ces linéaments historiques, il n'y ait pas une sympathie en direction de la Russie, enfin ce qui est resté aujourd'hui du bloc soviétique. Parce que à l'époque, quand il fallait difficilement trouver une place à l'infôme, la Russie ouvrait ses universités aux Africains. Donc ça c'est resté. C'est la raison pour laquelle je dis, M. Macron a beau commencer à pleurer avant d'avoir mal par rapport à ce que la Russie représente pour les Africains, c'est lui qui en fait un épouvantail. Les Africains n'ont pas peur de la Russie. Oui. Et la rue africaine, malheureusement pour lui, n'a pas peur de la Russie. Selon vous, quels sont les éléments qui permettraient à Emmanuel Macron de reconnaître la Russie comme un colonisateur? Emmanuel Macron, c'est un Français. Donc je suppose qu'il comprend bien français, qu'il parle bien français. Il accuse la Russie de néocolonisation. Or, il y a d'abord la colonisation et ensuite la néocolonisation. La néocolonisation, c'est le fait de vouloir resoumettre un pays qui était colonisé et qui était indépendant. Je suis tenté de demander à Macron quel pays la Russie avait colonisé en Afrique, qui est devenu indépendant et que la Russie veut reprendre. Tout cela, Macron projette sur les autres tous ces crimes, tous les méfaits de la France. Et Macron lui-même est devenu toxique. Est-ce que vous voyez? Corrosif. Les chefs d'État qui l'approchent, ils tombent dans Bandao, au Mali, a commis l'erreur de courir à l'Élysée avec le projet d'achat d'armes de l'armée, mais il est revenu, mais il est tombé. C'est vrai ou c'est faux? Et l'autre, Damiba, mais c'est un colonel qui est venu au pouvoir en tenue de combat. Brusquement, il s'est retrouvé avec la veste et cravate. Je crois que Ouattara lui en avait offert une. Et pour aller à New York, c'est sûr que Macron a ajouté un costume. Brusquement, mais il est venu, il est tombé. Parce que s'il fricote avec Macron, il doit tomber. Donc Macron n'a qu'à laisser ses amis chefs d'État africains tranquilles. Regarde comment il a humilié toute l'Afrique la dernière fois à New York avec le président Macky Sall. Toi, tu es président du Sénégal et tu es président de l'Union africaine quand même. Est-ce que Macron peut, en pleine chose à New York, appeler la voleuse qu'ils ont mise à Bruxelles, Ursula von der Leyen? Tu sais que c'est une voleuse, non? Qu'elle avait volé beaucoup d'argent au ministère allemand de la Défense. Son ami Merkel l'a exfiltré vers Bruxelles et, précision importante, avec le soutien, les conseils de Macron. Pourquoi? Donc, est-ce que Macron peut faire ça à Ursula von der Leyen à New York? Hé, tu es où là? Viens, on t'attend. Il peut faire ça. Oui, mais il peut faire ça au président allemand. C'est une humiliation quand le président passe un coup de fil à son homologue. Non, c'est le compte. D'abord, est-ce que les coups de fil des présidents sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'en France, les coups de fil entre Olaf Scholz et Macron sont sur les réseaux sociaux? C'est parce que c'est un noir. Et comme lui-même accepte qu'il est noir et qu'il est bête, bon, on lui a fait ça. Parce que c'est un noir. Tu n'as jamais entendu un coup de fil entre Macron et Biden? Si tu en as entendu, dis-moi, les téléspectateurs sont là. Si tu peux leur donner l'exemple, on est d'accord. Donc, vous voyez, Gilles, Macron est un problème pour la France. Je ne sais pas qu'est-ce que les députés de l'opposition qui sont allés à l'Assemblée nationale sont en train de faire. On aurait dû le déposer depuis. Ils menacent d'organiser, de dissoudre l'Assemblée. Alors, les opposants ont dit, mais tant mieux, ce sera une occasion pour nous de te chasser définitivement. Il n'a qu'à dissoudre l'Assemblée. Donc, vous voyez, le type même est un problème pour son pays, avant même d'être un problème pour l'Afrique, les Africains que nous sommes. Mais cela n'a pas empêché les Français de réélire Emmanuel Macron pour son deuxième mandat. Vous savez, les élections partout, elles sont les mêmes, elles se ressemblent. Est-ce que tu comprends? Mais si c'est dans un autre pays, l'élection de Macron, tu aurais entendu les médias français commenter la fraude, l'intimidation, ceci, cela. Mais comme c'est en France et que tout ce qui se fait en France est issu du Saint-Esprit, donc tout le monde dit Amen. Bon, s'il a été ainsi élu, qu'est-ce qui lui est arrivé aux législatives? Et pourquoi aujourd'hui les autres lui disent, bon, si tu es garçon, il faut dissoudre? On va attendre, il ne va pas dissoudre.
il sait dans quoi il est lui-même. Parce qu'en tant que président, il est médiocre. Hein, il est médiocre, il est ignorant, il est impoli, il est arrogant. Et l'Afrique, tu vois, les gens ont mis 14 pays africains, et pas des moindres, dans le précaré, où les moutons bêlent à l'unanimité. Vive la France, l'amitié, le développement. Ça fait 60 ans et plus, et c'est les pays francophones qui sont les plus misérables. Comment tu expliques ça? Et Macron croit que c'est la Russie qui a fait qu'on soit les plus misérables. Oui, justement, il croit que c'est la Russie, avec des réseaux d'intoxication, de propagande, qui s'appuient sur des panafricanistes ou des pseudo-panafricanistes. C'est ce que l'argumentaire français dit. Est-ce que vous croyez que la Russie a en Afrique des réseaux de communication qui sapent le travail des Français? Franchement, écoutez, il est vrai que je ne suis pas un grand friand des réseaux sociaux propagandistes, mais quand même, on en voit beaucoup moins qui soient pro-russes aujourd'hui qu'on en voit dans l'autre camp, c'est-à-dire anti-russe. Ce qui enflamme la toile tous les jours. Chaque minute, vous avez une notification qui vous dit qu'il s'est passé quelque chose. Et même le jour de l'anniversaire de M. Poutine, on lui fait un beau cadeau en donnant le prix Nobel à des gens qui sont censés être contre lui. Vous voyez, donc, tous les jours, à force, c'est ce que je disais tout à l'heure, on finit par se sentir proche de lui parce que nous sommes dans le camp de ceux qui ont été suppliciés, qui ont été victimes de toutes les vilainies, et on a l'impression qu'on est en train de faire la même chose contre quelqu'un qui probablement n'est pas aussi toxique, aussi mauvais qu'on veut bien le faire croire, et c'est la raison pour laquelle je dis... vous savez, à Ouaga, il s'est passé quelque chose. Damiba a fait les frais, il l'a dit tout à l'heure, d'une francophilie un peu trop affichée. La plus grosse erreur qu'il ait commise, c'est de faire venir à Ouaga Blaise Compaoré, quasiment emmitouflé dans des bandeaux tissés par Abidjan, l'autre vassal de la France, enfin le vassal en chef. C'est comme ça qu'il est convenu maintenant de le présenter. C'est le vassal en chef parce alors qu'il était sous une grave condamnation là-bas. Oui, exactement. Au mépris, justement. C'est-à-dire qu'en fait, il a porté atteinte à l'honneur patriotique des Burkinabés. Parce qu'en fait, c'est comme s'il avait tué ce jour-là 2 fois Thomas Sankara. Et c'est la raison pour laquelle on a dit non, écoutez, celui-ci, il n'est pas question qu'on continue de le soutenir. Et si le coup d'État a été aussi facilement accepté, l'affaire de Dibo en est une, mais c'est vrai, et je l'ai dit sur ce plateau, on ne fait pas un coup d'État comme ça à quelqu'un qui se débrouille tant bien que mal, je parle de Roch-Marc Christian Caboret, qui a été, au moins il a la légitimité de l'élection, qu'on conteste ou pas les conditions dans lesquelles il a été élu. Si nous voulons que les principes démocratiques s'ancrent dans nos habitudes, il faut accepter qu'un président élu, même mauvais, doit être sorti par les urnes et pas par la force de la Kalachnikov. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça nous fait reculer. Vous voyez, les Damiba et tout ça, même les Traoré, ils nous font reculer. Je vous explique pourquoi. On met en place des systèmes. On dit qu'on est en train de travailler à la bonne gouvernance. On dit qu'on met en musique, finalement, des mécanismes qui vont permettre, par la force des choses, à la démocratie de s'enraciner. Et puis, on dit, au-dessus de tout ça, il y a une autre force, c'est la Kalachnikov. Faites ce que vous voulez, mettez toutes les institutions que vous voulez, c'est la Kalachnikov qui est la plus forte des institutions. C'est pour ça que je dis que tout ça là est à observer avec beaucoup de circonspection, parce que n'est pas Thomas Sankara qui veut, n'est pas John Jerry Rawlings qui veut, et je rappelle toujours que Buhari a fait un coup d'État, il est retourné d'abord à la vie civile, il est revenu par les urnes, et il repartira par les urnes après avoir accepté, dans quelques jours, que son 2e mandat est terminé, qu'il n'en fera pas un autre. Le Nigeria est en train d'avancer, bon an mal an, il reste le Nigeria, ce Nigeria-là,
la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest sans avoir sans être arrimé à quelque monnaie que ce soit. Et nous sommes en train de patauger dans ça. Vous voyez, toutes ces histoires, le CFA en fait partie, les échecs de Takuba, de Barkhane en font partie. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués de la France. Et ils veulent autre chose. Et si c'est la Russie, pourquoi pas? Si c'est la Chine, pourquoi pas? C'est plutôt ça le problème. Oui, prenons les faits sur le terrain. La nouvelle introduction russe en Afrique a commencé en Centrafrique. Selon les faits qui sont souvent rapportés, c'est la France qui aurait demandé à Touadéra de se rapprocher de la Russie pour une question de rétention d'armes saisies dans la Corne de l'Afrique. Oui, Touadéra, la Centrafrique. D'abord, dans la tête des Français, la Centrafrique n'était pas un pays. La Centrafrique avait moins de pouvoir qu'une préfecture en France. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez, que la France a embarqué un individu dans les soutes d'un avion qu'il a déposé à Bangui comme président? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a appelé l'opération Barracuda? Barracuda, c'est eux qui ont toujours le nom aussi tordu pour terroriser les Africains. Donc, ils ont amené un président préfabriqué à Paris et on l'a assis au pouvoir. Le reste, après les présidents qui ont défilé, c'est la France qui les changeait quand ils voulaient. Catherine Sanza Panza, la dame qui a fait la transition. Le jour où elle démissionnait, des Français étaient dans les couloirs avec des contrats bidons qu'on l'obligeait à signer pour hypothéquer la Centrafrique pour au moins 100 ans. Ils diront, c'est la présidente qui a signé. Comme aujourd'hui avec le Mali, ce président dont tout le monde a oublié le nom, un certain Diakounda machin, aurait signé machin, qui se souvient de ce nom, qui connaît ce nom même au Mali, aurait signé un papier qui va permettre à la France de recoloniser le Mali pour 100 ans encore. Donc ils ont voulu faire la même chose en Centrafrique. Heureusement la dame, c'est une dame, elle a des couilles, ce n'est pas les chiffres molles comme les hommes que vous avez, elle a refusé. Donc la Centrafrique n'est pas un pays pour la France. C'est une petite préfecture. On va faire du safari comme l'autre là, Valéry Giscard d'Estaing. On fait du safari. Après, on s'octroie la femme du président, ajouter au safari comme trophée de lion, trophée d'éléphant. La femme du président, Bokassa, en plus empereur, comme trophée. Vous voyez? Un pays qui est traité comme ça, dans la mentalité française, n'est pas un pays, c'est une petite sous-préfecture où on fait ce qu'on veut. Maintenant que c'est la France qui a dit, mais les armes ont été saisies, les Centrafricains réclament les armes, et la France, c'est toujours elle, c'est pour cogner la tête aux gens, non. Espérant cogner la tête des Centrafricains aux Russes, elle lui a dit, au fait, c'est pas moi, c'est l'autre. Eux, ce n'est jamais eux. C'est eux qui fatiguent tout le monde, qui pillent tout le monde. Mais maintenant, Gilles, pour parler sérieusement de cette hystérie collective anti-Poutine, moi, je veux demander aux Français. Et puis, le pire, l'ancien président Hollande a pris la parole la dernière fois. Bon, quand tu n'as que des bêtises à dire, il vaut mieux te taire. Et en conclusion de toutes les années qu'il a sorties, il dit que tout ce qui se passe en Afrique, c'est la Russie. Mais toi, tu as été président de la France. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient des problèmes que les Africains ont. Bon, c'est vrai, il avait passé la plus grande partie de son temps à courir derrière les filles dans Paris en scooter. Donc, il n'a pas géré la France comme il faut. La preuve, il a fait combien de mandats? Les Français l'ont mis dehors, c'est pas moi. Les Français l'ont mis dehors. Un président qui court en scooter derrière les petites filles à Paris, ça ne fait pas bien. Donc, les Français l'ont chassé. Maintenant, la dernière fois, s'il veut parler, ou bien tu te tais, ou bien tu dis quelque chose de sensé en concluant. Donc, toi, Hollande, François Hollande, tu estimes que braquer les avoirs de nos pays pour mettre dans vos banques, c'est normal. Tu estimes que si nous sommes attaqués, agressés, on est en train de nous massacrer, nous n'avons pas le droit d'acheter même une flèche chez le voisin. Tu estimes que si on a des minerais et on veut les vendre pour avoir de l'argent, tant que toi, tu es en train d'exploiter peut-être les mêmes minerais, on appelle ça au Myanmar, en Thaïlande, bon, les nôtres doivent rester là-bas pour que dans 3-4 générations, tu viennes les exploiter, parce que nous, on n'a pas le droit de vivre.
tu estimes que tous ces accords coloniaux, François Hollande trouve que c'est tellement normal que les Africains ne peuvent pas se révolter si ce n'est pas Poutine qui les pousse. Mais vous trouvez que ces gens réfléchissent? Vous trouvez qu'ils nous prennent pour des humains? Je ne crois pas. C'est là que se trouve le problème. Ils ne nous prennent pas pour des humains. Maître Sosa, si aujourd'hui le Burkina, après le Mali, cherche à diversifier le partenariat avec la Russie notamment, est-ce que c'est à dire que la Russie a obtenu de bons résultats, d'abord en Centrafrique et puis au Mali, puisque les autres ont eu le temps d'expérimenter ce partenariat? C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, vous ne nous demandez pas la couleur de l'eau qui vous aide à éteindre votre incendie. C'est bien ça dont il s'agit. Oui, mais on a quand même des résultats sur le terrain. Les Russes ont travaillé en Centrafrique. On a vu que le pays a retrouvé quand même d'une certaine façon la presque totalité donc, de son territoire aujourd'hui, alors que le Centrafrique se limitait à Bangui et qu'au Mali, qu'on le veuille ou non, les attentats se sont quelque peu tus. Non, je me garde toujours de faire des comparaisons de cette nature, parce que là, le problème du Mali, les défis géographiques du Mali et l'acuité du problème terroriste multiforme au Mali n'est pas le même que ce qui se passe en Centrafrique. En Centrafrique, on a des groupes bien identifiés qui cherchent une chose, le pouvoir à Bangui. C'est totalement différent. Donc, c'est plus facile, et compte tenu aussi de la géographie de la Centrafrique, et compte tenu aussi de sa situation en enclave entre oui, mais vous dites que c'est facile, mais Sangaré, ça fait plusieurs années sur place. Je ne dis pas que c'est facile. Les Nations Unies sur place. Pardon, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Attention, si Wagner a aidé ou permis aux Centrafricains de se débarrasser de leurs problèmes d'insécurité, c'est un résultat à mettre au crédit de la Russie et de Wagner. Point final. C'est-à-dire que maintenant que les autres fassent la même expérience et rencontrent le même succès, avant qu'on dise « Ah, effectivement, la recette russe, elle marche à tous les coups ». Ce n'est pas encore ce dont il s'agit. C'est pour ça que je dis, méfions-nous de dire « Ah, ils ont réussi en Centrafrique, alors quel est le prix à payer pour la Centrafrique aussi ?» Regardons ça de près. Allons voir quels sont les accords, allons voir les dessous des cartes, avant de nous réjouir en disant parce que ça a marché en Centrafrique, il faut absolument dupliquer la même expérience au Burkina Faso ou au Mali. Attention, je dis tout le temps, les sociétés civiles africaines ne sont plus dupes. Elles ne veulent pas une tutelle à la place d'une autre. Elles ne veulent pas faire jouer aujourd'hui à la Russie, parce qu'elle a été sauveuse à un moment donné, les mêmes rôles que la France a joué. Il ne faudrait pas qu'on vienne avec des contrats dans les mallettes en disant « Bon, ok, d'accord, on vous a sauvé, maintenant il faudra nous donner ça, je veux ton cobalt et ton uranium pour quelques armes et quelques militaires de plus. » Ça, c'est une chose qui ne devra plus se passer, et je ne pense pas qu'aucun responsable politique africain, un responsable politique africain digne de ce nom et bien inspiré par sa mission et surtout l'intérêt de son pays, irait encore faire ce genre de bêtises, parce que ce sont des bêtises. Ceux qui signaient, les accords de défense que la France a signés, qui sont encore secrètes jusqu'à présent, hein, la plupart sont encore des accords secrets. On n'en connaît pas le contenu. Vous découvrez ça le jour où vous êtes assis sur le fauteuil présidentiel. Quand vous êtes opposant, il est impossible de savoir de quoi c'est fait. Si vous avez été ministre, c'est impossible de savoir de quoi c'est fait. C'est uniquement le chef de l'État qui est au courant. Beaucoup de premiers ministres dans nos pays ne savent pas le contenu de ces accords. Quand ils viennent au pouvoir, ils découvrent le lendemain de leur élection de quoi exactement il s'agit, et ils apprennent à ce moment-là que si jamais tu veux mettre ça en cause, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et oui, tous ceux qui les ont contestés, ça me permet de ouvrir une parenthèse. Et en tant que juriste, oui, un accord secret, quelle est sa nature, quelle est sa valeur juridique? Écoutez, c'est une très bonne question. La plupart des... Vous savez, on dit que les contrats sont la loi entre ceux qui les ont signés. Alors, si un pays souverain
va s'accorder avec un autre pays souverain pour qu'advienne telle chose dans telle circonstance, ça devient la loi entre ces parties. Donc, là encore, vous savez, on peut convoquer beaucoup de notions. C'est fait dans des conditions tellement léonines. Léonines, c'est-à-dire que celui qui est le plus fort s'arroge la part de lion et le plus faible subit. C'est pour ça qu'on a des accords à 30, 70. Bon, vous êtes le pays propriétaire de la ressource, mais je l'exploite à la condition que vous acceptiez de n'en prendre que 30% des revenus pour que je puisse empocher les 70% au prétexte que c'est moi qui ai fait l'investissement pour son exploitation. Vous n'étiez qu'un possesseur ignorant et précaire, et à la limite paresseux, donc c'est moi qui ai amené les moyens pour l'exploiter, donc c'est moi qui dois manger plus que vous. Ça, peu importe, allez voir les exploitations de bauxite en Guinée, vous voyez dans quelles conditions ça se fait. Allez au Congo, je parle de Congo-Brazzaville, les conditions dans lesquelles le pétrole du Congo était exploité par Elf et continue de l'être par Total. Allez au Gabon, allez voir dans quelles conditions le Gabon trime pour avoir des revenus décents de sa ressource naturelle. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, ces gens savent qu'ils doivent leur siège présidentiel à la France et ils ne peuvent pas lever le ton pour dire « je ne veux pas de cet accord ». C'est ça ce dans quoi on est et c'est la raison pour laquelle la rue à Ouaga est en train de dire « à bas la France, vive Moscou ». Je voudrais passer la parole à M. Kegwe Sogoyou, le temps de rappeler aux fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent déjà nous envoyer les questions. Je rappelle le contact plus 228 96 46 10 31 228 96 46 10 31. Écrivez-nous. Que pensez-vous donc de ce penchant africain vers la Russie de plus en plus avec l'illustration au Burkina Faso et des drapeaux russes agités sur place là-bas à Ouagadougou. Donc, Gilles, vous demandez si les Russes ont eu des résultats. Oui, absolument. Mais grâce aux Russes, la Centrafrique aujourd'hui est un pays. Je t'ai dit que c'était une petite sous-préfecture de la France perdue quelque part dans les Alpes en bas là-bas. C'est tout. Grâce aux Russes, aujourd'hui, la Centrafrique est un pays avec lequel on peut compter et ils n'ont eu de cesse de vouloir assassiner Touadéra. Et qui? Les mêmes. Maintenant, au Mali. Mais quand j'entends des gens mal intentionnés ou mal informés qui disent oui, les Russes sont là, ils font quoi? On a chassé les Français parce qu'il n'y a pas de résultats, les Russes sont là, mais quand même, ne serait-ce que d'empêcher les terroristes d'occuper encore des parts entières du Mali, c'est un succès. Quand les Français étaient là-bas, ils étaient seuls, ils se battaient contre les terroristes. Maintenant que les Russes sont là, il y a des gens qui sont des terroristes, qui leur donnent des drones. Est-ce qu'au temps des Français, les terroristes avaient des drones? Non. Qui leur donne des drones aujourd'hui? Ben, peut-être ça tombe du ciel. Au Mali, les drones tombent comme la pluie. Maintenant, en moins d'un an, mais Wagner, si c'est Wagner ou disons les Russes, ont pu mettre du calme au Mali. C'est pourquoi les gens redoublent d'ardeur pour faire massacrer des populations. Juste pour dire ils ne font rien. Mais ils font. En 8-9 ans, la prouesse des Français de Takuba, de MINUSMA, c'était de faire passer l'occupation du Mali par les terroristes de 20% à 80%. Comme prouesse, tous on devait leur donner des prix Nobel de contre-performance. Ça n'a pas eu lieu. On ne leur a pas attribué ces prix Nobel. Les Russes sont là, mais comme c'est eux-mêmes qui font la publicité des Russes et que les terroristes apprennent que maintenant un dur est arrivé, eux-mêmes ils se calment. Est-ce que vous voyez? Ils font un très bon travail. C'est pourquoi je vous dis qu'en fait, Poutine devait chaque matin appeler Macron pour le remercier. Donc, les Russes font un travail impeccable sur le terrain. N'en déplaise à ceux qui font des comparaisons. Parce que quand quelqu'un a fait 8 ans ou 9 ans dans un pays avec une armée sophistiquée, et le résultat c'est que ce pays est occupé à 80% alors qu'il ne l'était qu'à 20%, mais est-ce que nous les Noirs, nous sommes sérieux? Est-ce qu'on devait se poser des questions? Que font les Russes et que faisaient les Français? On n'est pas sérieux. Même si je suis pro-français. Tu sais, Gilles, dans une fable de La Fontaine, notamment l'ours et l'amateur des jardins, la conclusion, la morale de la fable, c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux avoir affaire à un ennemi intelligent qu'à un ami ignorant. Tous ceux qui s'agitent ici, qu'ils défendent la France, mais c'est des amis ignorants, ils sont en train de noyer la France.
Si quelqu'un aime la France en Afrique, il doit d'abord reconnaître certaines choses que la France a fait de mauvais et dire, bon, écoutez, ils ont fait de mauvais, mais c'est nos partenaires, nous sommes habitués à eux, nous parlons leur langue, nous avons étudié chez eux, nous avons bien assimilé leur culture, nous connaissons les grands auteurs français, mais les auteurs russes, ils en ont de plus grands, mais qui les connaît ici? La culture russe, qui la connaît ici? La langue russe, seuls nos frères qui sont allés étudier en Russie la connaissent, nous ne la connaissons pas. Je peux vous dire spasiba aussi. Pardon? Ouais, pardon? Je peux vous dire spasiba aussi, à la faveur d'Aïcha Kone. Donc, vous voyez, le simple fait que la France s'étonne que les Africains soient mécontents et attribuent ce mécontentement aux menées subversives des Russes est un crime. Maintenant, je voudrais savoir, c'est une interrogation, une réflexion à haute voix, comment se fait-il que l'armement, aussi bien du ou de la Centrafrique, les deux se disent aujourd'hui, la Centrafrique, et du Mali, pourquoi les armées arrivent à s'équiper plus facilement qu'au temps de la coopération totale avec les Français? On a vu l'armée l'armée malienne acquérir plusieurs hélicoptère en peu de temps, ce qui n'était pas possible en 9 ans. Pardon. Écoutez, qu'est-ce qui se passait au Mali? Qui était au pouvoir? C'est Boubacar Keïta, paix à son âme. Et son fils était le président de la commission de l'armement, de l'armée, à l'Assemblée nationale. Donc tout l'argent qui arrive pour acheter les armes, avec la bénédiction de leurs amis occidentaux, le petit Keïta détournait tout l'argent. Pendant que 100 soldats, 50 soldats sont massacrés quelque part au Mali, dans l'immense désert du Mali, lui il était sur des yachts avec des putes internationales et il s'amusait et il ne se privait pas d'envoyer les images. Résultat, c'est quoi? Les Maliens n'ont même pas les moyens d'acquérir de vraies armes à partir du moment où l'argent des armes est détourné par le fils du président et ses comparses. Aujourd'hui, le pauvre Assimi Goïta, mais il est obligé d'en attraper à gauche, à droite pour mettre en prison. Et c'est normal, c'est justice. Maintenant, si toi, je te fournis les armes, c'est ton ami, je lui fournis les armes. Toi, officiellement, je te fournis les armes, mais lui, c'est en cachette. Qu'est-ce que je fais? Si je te donne un fusil qui tire 10 coups, je lui donne un qui tire 20 coups. Parce que je veux qu'il te terrasse ou bien qu'il te mette permanemment en danger pour que tu sois obligé de venir dire à chef, vraiment faire quelque chose, sinon on est foutu. Et c'est comme ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Regarde aux choses, au Burkina. Même Damiba, au moment où il faisait les yeux doux aux amis des terroristes. Mais on a massacré des gens, c'est hier qu'on les a inhumés. 27 soldats massacrés dans un convoi bidon, un convoi qui n'était pas sécurisé. Est-ce que c'est des militaires qui ont conçu ce convoi ou bien c'est des femmes de ménage de Ouagadougou qui ont conçu le convoi? Moi, si j'étais militaire, je ne le suis pas. Je ne peux pas, dans une atmosphère comme celle qui règne au Burkina, envoyer un convoi comme ça, sans couverture aérienne, rien. Ils vont et les terroristes, je veux dire les mercenaires de l'OTAN, sortent pour les massacrer. Ce n'est pas normal. Donc, moi je crois que il faut, si nos pays, les pays là n'arrivent pas à s'armer, c'est parce que ceux qui fournissent les terroristes, c'est eux qui les fournissent. Donc, ils savent exactement ce qu'il faut fournir aux terroristes pour qu'ils tiennent tête aux soldats officiels. C'est tout ça, c'est avec tout ça qu'il faut en finir. Les Russes vont vendre les armes. Tout le monde vendra. Les Sud-Coréens peuvent en vendre. Ils font de très bonnes armes, contrairement à ce que les gens ne savent pas. Les Turcs sont là. Les Chinois sont là. Quand ils vendront leurs armes, et qu'il n'y aura pas un traître du genre général Diao qui va courir dire à Paris la liste de ce que les Chinois ont donné ou les Russes ont donné, tu verras que les Russes et les Maliens vont mettre de l'or sur les 1 241 000 km² du Mali. Mais pour finir avec cette première partie, Maître Sosa, est-ce que la France n'a pas intérêt finalement à lutter efficacement contre le terrorisme dans les pays comme le Niger, où elle s'est encore installée? Écoutez, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Je n'attends pas de la France qu'elle vienne lutter efficacement contre le terrorisme dans aucun pays d'Afrique. Aucun. J'attends de tous les pays d'Afrique qu'ils trouvent tous les moyens nécessaires, qu'ils cherchent les mercenaires où il le faut pour
combattre le terrorisme dans leur pays, sur leur territoire, pour que nous soyons débarrassés définitivement et de la tutelle française, la tutelle mentale, la tutelle militaire française, et du terrorisme qui n'est en fait qu'un avatar de ce que la France a semé en Libye, ne l'oublions jamais. Et je vais dire aussi une chose ici par rapport à la problématique de coup d'État qui a amené cette liesse populaire pro-russe qui a provoqué cette émission. Mais quand vous êtes la France, que vous dites non au coup d'État en Guinée, non au coup d'État au Mali, mais que vous trouvez qu'il est normal au Tchad, mais qu'est-ce que vous voulez que les militaires maliens, burkinabés ou guinéens pensent? Ils se disent, mais attendez, pourquoi est-ce que la même personne qui trouve normal, et en plus, de l'autre côté, c'était un coup d'État... Assassinat. Oui, un assassinat, mais qui a été suivi par une prise de pouvoir dynastique, par les armes. Vous trouvez ça normal? Alors que nous, on ne fait que revendiquer un bien-être militaire, c'est-à-dire on va au front, on n'a même pas de ravitaillement, parfois on n'a plus de munitions, on se fait tuer par les terroristes qui ont des amis dans le gouvernement. Rappelons-nous quand même, quand Blaise Compaoré était au pouvoir, Adgali logeait dans les hôtels à Ouaga. Et on lui parlait avec beaucoup de déférence et il était protégé. Sa deuxième épouse était à Ouaga, protégé par le régime. Pendant ce temps-là, il attaquait le Mali. Et quand on a commencé le procès contre Sankara, qu'est-ce qui s'est passé à Ouaga? On a encore fait des attaques, dont on ne sait plus si c'est des attaques terroristes ou si ce sont des attaques par les pro-Compaoré. Et c'est la raison pour laquelle je dis que Damiba a sauté parce que on l'a vu en proximité avec Compaoré. Et donc, Compaoré étant l'incarnation de la France, Damiba ne pouvait pas être un chef d'État crédible et fiable. C'est la raison pour laquelle, quand il a sauté, la rue a réclamé la Russie plutôt que la France. Mais la rue réclame la Russie, mais est-ce que Ibrahim Traoré va réussir à nouer ce partenariat? On va parler de tout ça dans la seconde partie de New World Forum, juste après cette nouvelle édition de journal sur votre chaîne préférée. À tout de suite.